Chapitre 14. Salut journal. Voilà les dernières nouvelles du front. J'imagine que tu attendais la suite avec impatience. Oui, je sais, tu es un objet en papier. Mais au point où j'en suis, je peux aussi bien te considérer comme une personne. Raphaël est enfin revenu au collège. Et je crois que je viens de tout gâcher bien comme il faut. Moi et mon maudit caractère, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi? Je ne me reconnais même plus. Je pense que ma tête va exploser d'une minute à l'autre. Si ça arrive vraiment, je m'excuse par avance pour les tâches. Je t'ai déjà raconté que le docteur m'avait fait une première séance de thérapie plutôt musclée dans sa machine magnétique et que ça m'avait laissé dans un état assez lamentable. Du coup, quand Benoît m'a annoncé avec sa tête de fennec qu'il avait quitté Sarah pour pouvoir être avec moi, ça a été vraiment la goutte de trop. J'ai perdu le contrôle. Encore. Lady s'est réveillée et je l'ai sentie autant en colère que moi. On a détruit le poignet et le pif de Benoît avec une balle de hand. Et encore, heureusement qu'il a mis sa main, parce que si on l'avait touché au visage directement, je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu se produire. Alors oui, je dis « on » parce que sans Lady, je ne pense pas que ça aurait eu des conséquences aussi dramatiques. Et je dis « on » parce que cette fois, je suis certaine que c'était bien elle. Au moment où ma colère a atteint son paroxysme, j'ai eu l'impression de la voir dans ma tête, de sentir cette petite odeur de peluche et d'herbe coupée qu'elle avait quand je dormais avec elle dans le jardin, mon visage collé contre elle. Je sais que ça paraît dingue, mais j'ai vraiment fini par croire que le docteur Pilven a raison. Ou alors, c'est un truc qu'il m'a mis dans la tête en utilisant une méthode de persuasion, et dans ce cas, il est très fort. Et moi, je suis dans de beaux draps. Le problème avec les trucs incroyables, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher d'en douter. Même si Benoît est un idiot, j'avoue que je me sens vraiment sincèrement mal pour lui. Je n'ai jamais blessé personne de ma vie. Je n'ai même jamais participé à une bagarre. Le pire que j'ai jamais fait, c'était de tirer les cheveux de Lucie la cinglée quand j'étais en maternelle. Et c'était parce qu'elle avait lâché une brique sur ma tête. Avec Benoît, c'est vraiment sérieux. Il a une double fracture radius humérus et le nez cassé. Apparemment, il ne devrait pas garder de séquelles au bras, mais son nez risque d'être un peu de travers maintenant. De mon côté, après l'accident, je me suis réveillée à l'infirmerie. Ranjit était assis à côté de moi. On était seuls avec l'infirmière qui m'a dit que je n'avais rien de grave. Ranjit m'a appris que Benoît avait été directement conduit à l'hôpital, en ambulance et tout, et qu'il criait comme un éléphant qui s'est coincé la trompe. Même si c'est horrible, ça m'a quand même fait rire. J'ai honte. Mais je l'ai vite payé. Quand j'ai essayé de bouger, j'ai réalisé que j'avais mal absolument partout. Lady était incroyablement forte. C'était effrayant. Mon corps a eu du mal à la suivre. J'ai eu l'impression d'être entraînée comme un pantin, sauf que mes articulations ne sont pas aussi flexibles que des cordelettes et que mes muscles ne sont pas en tissu. Si je ne prends pas garde, un de ces jours, mon sort pourrait être bien pire que celui de Benoît. Le lendemain, à la première heure, j'ai été convoquée chez le proviseur. Il m'a demandé de raconter en détail tout l'accident pour qu'il puisse faire un rapport. J'ai simplement dit que j'avais tiré de toutes mes forces pour marquer le point, mais que je n'avais aucune intention de blesser Benoît. Apparemment, Benoît a raconté à ses parents que j'avais voulu le tuer. Heureusement, le proviseur a eu l'air de croire à ma version plutôt que la sienne. Il a même rigolé à la fin de l'entretien et a simplement conclu que Benoît était un très mauvais Gaule et qu'il aurait dû se méfier de Maliki la Terreur. Il m'a juste dit de faire plus attention la prochaine fois. Quand je suis revenue en classe, j'ai eu droit à une ovation de gros Maxime. Visiblement, il a été très impressionné. Et maintenant, il semble m'estimer grandement. Il s'est fait exclure du cours de maths pour avoir fait la hola tout seul, en criant très fort. Les copains de Benoît, bizarrement, ont tous évité mon regard. Gwenaël m'a interviewée pour le journal du collège. Axel est venu me voir, tout rouge, et a bredouillé quelques mots que je n'ai pas compris.
Nadège et Michael m'ont offert un morceau de pudding en main propre et ont discuté un peu avec moi. Tout cela était assez surréaliste. Je devrais me réjouir. Je suis devenue populaire pour avoir envoyé quelqu'un à l'hôpital. Je ne vois vraiment pas comment je pourrais en être fière. J'aurais préféré devenir connue pour mes dessins. Sarah n'est toujours pas revenue et reste injoignable. J'aurais bien aimé passer directement chez elle, mais elle habite vraiment loin, à 20 minutes en voiture, et je n'avais pas envie d'expliquer toute l'histoire à ma mère pour qu'elle m'y emmène. Surtout au risque de devoir la rappeler 5 minutes après, parce que Sarah ne voudrait pas me voir. Tant qu'elle ne revient pas au collège, c'est vraiment compliqué de débloquer la situation. En sortant de la cantine ce midi, avec Ranjit, j'ai senti une main se poser sur mon épaule. J'étais vraiment à cran depuis cette histoire avec Benoît. J'ai sursauté, et je crois que Lady a dû avoir peur aussi, parce que je me suis retournée d'un bond sans réfléchir, et il me semble que j'ai essayé de mordre. Devant moi, Raphaël faisait une tête pas possible en regardant sa main qu'il avait retirée de justesse. Il m'a dit, en souriant avec son accent très mignon: « C'est donc vrai ce qu'on raconte. Ce collège abrite une vraie tigresse. » J'aurais dû être super contente de le revoir. Je l'étais d'ailleurs, vraiment. Mais j'étais beaucoup trop tendue pour en profiter ou le montrer. Et je crois que j'ai fait une tête désagréable, et je n'ai rien trouvé à lui répondre. Il a eu l'air de regretter sa blague, et il a retrouvé son expression taciturne et distante habituelle. Il m'a dit qu'il allait répéter un peu dans l'auditorium et que je pouvais venir si je voulais. Je lui ai dit que j'arrivais. Encore une fois, j'aurais aimé mettre plus d'entrain dans ma réponse. Quand je me suis retournée pour dire à Ranjit que j'y allais, j'ai vu qu'il observait Raphaël avec des yeux ronds, tout fixes. Il était un peu flippant. Il n'a rien dit, mais a formé un genre de masque de Batman avec ses mains autour de ses yeux, et il est parti en cavalant comme un fou. Quand je suis arrivée à l'auditorium, Raphaël avait retrouvé sa bonne humeur. Il m'a expliqué qu'il avait dû rester au lit plusieurs jours à cause de vertiges. Il avait fait une réaction à l'adjuvant d'un vaccin, auquel il ignorait être allergique, qui l'avait mis KO. Il était effectivement plus pâle que d'habitude, les yeux un peu cernés. Il restait néanmoins très beau. J'avais envie de lui dire qu'il m'avait manqué et que j'avais écouté sa cassette en boucle, mais je n'ai pas osé. C'est idiot, mais c'était comme si je lui en voulais de m'avoir abandonnée, à un moment où j'avais besoin de soutien. Alors que ce n'est pas sa faute et qu'il ne me doit rien, j'en suis bien consciente. Oui, je sais, journal, c'est nul. Et franchement, je m'en veux d'être comme ça. Mais j'ai vraiment du mal à maîtriser mes humeurs depuis mon passage dans la machine du docteur. J'ai écouté Raphaël jouer plusieurs morceaux à l'oud. Il a répété la plupart de ceux qui sont sur la cassette, et aussi des nouveaux que je ne connaissais pas. C'était toujours aussi joli, même s'il a fait quelques fausses notes qui m'ont irritée. Encore ces maudites humeurs, comme si les notes trop aiguës m'étaient soudain devenues insupportables. Je n'en ai rien laissé paraître, du moins je l'espère. Et comme il semblait gêné, je lui ai dit que, moi aussi, quand je dessinais, je faisais plein d'erreurs, mais que c'était comme ça qu'on progressait. Malgré la perche tendue, il n'a montré qu'un intérêt poli du genre « Ah bon ?» mais n'a pas demandé à voir mes œuvres. Il a recommencé à répéter. Ça m'a un peu vexée, j'avoue. Mais peut-être qu'il n'osait pas demander, de peur que je lui montre des dessins affreux qu'il se sentirait obligé de complimenter. Il m'a encore un peu parlé de l'Arménie et m'a expliqué que le dernier morceau qu'il avait composé était une musique d'ouverture de bal pour le mariage de sa cousine restée au pays. C'était une danse très entraînante et romantique. Si un jour je me marie, j'aimerais définitivement que ce soit sur un air aussi joyeux. Finalement, il s'est décidé à évoquer notre rendez-vous manqué du week-end précédent. Comme si c'était sa faute, c'est lui qui s'est excusé. Je n'ai pas insisté pour le contredire. Je ne tenais pas vraiment à lui expliquer que pendant qu'il m'attendait dans la cour, j'étais occupée à raser une forêt avec mes ongles. Cette fois, on a échangé nos numéros de téléphone et nos adresses,
même si je lui ai demandé de n'appeler qu'en cas d'urgence, car je n'avais pas envie de subir les remarques de ma mère parce qu'un garçon appelle à la maison. Il a souri et a demandé: « Ah, il n'y a jamais de garçon qui appelle chez toi ?» Je crois que j'ai rougi, et j'ai répondu que non, c'était lui le premier garçon qui avait mon numéro de téléphone. Après, je me suis un peu emmêlé les pinceaux en lui expliquant que oui, j'avais eu des amis garçons qui avaient déjà appelé chez moi, genre pour m'inviter à des booms, pas pour les voir seul à seul. Pas que je ne considère pas Raphaël comme un ami, hein. C'est précisément ce qu'il est, un ami, mais pas comme les autres, voilà. Oui, je sais, même à l'écrit, c'est pas clair. Il a souri et m'a promis de n'appeler qu'en cas de nécessité absolue, mais a ajouté que moi, je pouvais l'appeler quand je voulais. Je me suis demandé si Raphaël avait souvent des amies filles qui appelaient chez lui, mais je n'ai pas osé lui poser la question. Je ne sais pas pourquoi, mais cette perspective m'a agacée. Maintenant qu'on avait percé l'abcès, je m'attendais à ce qu'il me repropose un rendez-vous chez lui. Mais il s'est contenté de noter mes coordonnées. Puis il a rangé son agenda et a recommencé à travailler sur le morceau pour sa cousine, sans vraiment faire très attention à moi. Je me suis dit que ça faisait 2 fois qu'on passait du temps ensemble et il ne m'avait pas encore posé de questions sur mes passions à moi. Peut-être qu'il est pudique, mais moi je cherchais désespérément une excuse pour lui offrir ce maudit dessin qui semblait palpiter dans mon sac. Je me suis lancée et lui ai demandé un peu brusquement s'il avait envie de voir un truc que j'avais dessiné. Mais il était super concentré sur un passage de sa musique et il n'a pas répondu, ou pas entendu. Je n'avais peut-être pas parlé assez fort, mais je n'avais aucune envie de me répéter. Je sentais la moutarde me monter au nez. Il ne restait plus que 5 minutes avant la reprise des cours. Je n'avais plus assez de temps pour le lui offrir proprement. Si c'était pour lui jeter la feuille au visage, sans avoir le temps de recueillir ses impressions, ça n'avait aucun intérêt. Surtout que son avis m'importait beaucoup. Je m'en suis voulu d'avoir attendu si longtemps et d'avoir gâché une belle occasion. Encore une fois, ma mauvaise humeur a pris le dessus. Je me suis levée alors qu'il jouait encore et je lui ai dit que j'y allais. L'air surpris, il s'est interrompu et m'a demandé si quelque chose n'allait pas. Un peu sèchement, j'ai répondu un truc du genre « Non, tout est super, je te laisse tranquille, à plus tard ». Comme j'allais refermer la porte, il m'a dit d'une voix un peu inquiète. « Tu es sûre que ça va ?» « Oui !» ai-je répondu en colère, principalement contre moi-même, et j'ai claqué la porte, un peu fort. En retournant en cours, je me suis tapé la tête sur un mur, mauvaise idée, aïe, en me traitant de débile. Pourquoi avait-il fallu que je sois si désagréable avec ce garçon, alors qu'il m'attire tant? C'était quoi mon problème? Toute l'après-midi, ça m'a minée. J'en avais mal au ventre. Et plus le temps passait, plus je sentais monter une autre angoisse, celle de ma dernière séance de torture chez le docteur Pilven. Je n'avais vraiment pas besoin de ça maintenant. Mais c'était aujourd'hui, j'avais promis. Et il fallait bien y passer. Je n'avais aucune envie que tout soit à recommencer, ni d'avoir souffert pour rien pendant toute une semaine. En traînant les pieds, je suis retournée au cabinet du docteur après les cours. Avant de partir ce matin, j'avais donné comme prétexte à ma mère des courses de fournitures à faire en ville, pour justifier le fait que je rentrerais plus tard. J'appréhendais à mort. Vu l'état dans lequel le traitement m'avait laissé la dernière fois, je me voyais déjà rentrer chez moi en mode zombie, avec le mal de crâne insupportable et la fatigue extrême. Je m'imaginais essayer de cacher ça à ma mère, prétexter une grippe ou quelque chose du genre. Mais cette fois, ça a été très différent. Quand je suis arrivée au cabinet, le docteur avait l'air étrangement agité. Au début, j'ai cru qu'il était comme d'habitude, tout excité par ses découvertes. Mais quand il m'a demandé plusieurs fois si je n'avais parlé à personne de mes visites chez lui, j'ai compris qu'il était inquiet. On aurait même dit qu'il avait peur. Comme lors de la dernière séance,
il m'a fait enlever tous les objets en métal que je portais. Cette fois, j'avais prévu le coup et mis une brassière de sport, et m'a convié à m'allonger dans l'horrible donut blanc. Il a tapé plein de chiffres sur le clavier de son ordinateur, puis il a lancé la machine et je n'ai rien senti. Je ne me suis pas évanouie. Je n'ai pas eu mal du tout. La séance a duré longtemps. Il y avait toujours ce bruit assourdissant qui me faisait mal aux oreilles, mais rien de comparable à la douleur de la dernière fois. J'entendais vaguement le docteur me parler par-dessus le bruit, mais impossible de bien comprendre de quoi il s'agissait. Je crois qu'il me parlait de 2 courbes qui devaient se superposer, un truc comme ça. Je n'osais pas bouger les lèvres pour lui demander de répéter, de peur de tout faire rater. Après ce qui m'a paru une éternité, au moins quand je m'étais évanouie, je n'avais pas eu le temps de m'ennuyer, le docteur a éteint la machine. Mes oreilles bourdonnaient encore, malgré le silence qui était revenu. Le docteur, lui, avait l'air épuisé, comme si un gros poids venait de tomber sur ses épaules. Je pense vraiment, vu ses cernes, qu'il n'avait presque pas dormi depuis le début du traitement. Il m'a dit que je pouvais me relever et m'a demandé comment je me sentais. Quand je lui ai dit que je n'avais pas eu mal, il n'a pas eu l'air tellement surpris. Apparemment, la première séance avait pour but de resynchroniser Lady avec mon cerveau, ce qui était le plus douloureux. La seconde séance, c'était pour commencer à la décoller, pour la séparer physiquement de moi. Le docteur a comparé ça à une bernique. Tu sais, ces espèces de coquillages en forme de chapeau chinois qu'on trouve au bord de la mer, accrochés au rocher. D'après lui, ce qu'on venait de faire, c'était comme réussir à passer une lame de couteau entre le coquillage et le rocher. C'était le plus difficile. Maintenant, la tension était censée augmenter progressivement dans la lame jusqu'à ce que le coquillage finisse par lâcher prise sans se blesser et sans arracher un bout de rocher au passage, le rocher en question étant mon cerveau. L'image était un peu déroutante, mais elle a eu le mérite d'être claire pour moi. Et j'étais d'accord avec lui. Je n'avais aucune envie que Lady se décolle brusquement en m'arrachant un bout de cerveau. Ce qui est un peu inquiétant par contre, c'est que le docteur ignore quand la tension sera suffisamment forte pour que Lady Coquillage se détache. Ça peut être demain, la semaine prochaine, ou jamais si la pression ne monte pas assez et que le traitement échoue. Le docteur a dit qu'une poussée émotive serait peut-être nécessaire. Aucune idée de ce que ça veut dire, ni de comment je suis censée faire ça. Mais vu ce qu'il s'est passé avec Benoît, le docteur pense que ça pourrait être rapide, car Lady semble pressée de sortir. Quand j'ai voulu repartir du cabinet, le docteur a essayé de me convaincre de rester en observation pour le week-end, mais je lui ai fait comprendre que c'était complètement impossible. Pas moyen que j'arrive à expliquer ça à ma mère, qui en plus sera à la maison samedi et dimanche. Dans tous les cas, le docteur m'a vivement conseillé de n'approcher personne pendant 1 jour ou 2 et de rester à la maison tranquillement dans ma chambre. Du coup, sans regret. Même si Raphaël m'avait à nouveau invitée chez lui, je n'aurais même pas pu... Ah, attends, ma mère m'appelle, je reviens. Bon, alors, c'était Raphaël. Il vient d'appeler. La honte, ma mère avait le sourire jusqu'aux oreilles. Et il vient de m'inviter. Chez lui, demain. Il m'a dit qu'il n'avait pas osé aujourd'hui, parce qu'il avait l'impression que j'étais fâchée. S'il appelle, c'est qu'il considère que c'est une urgence de me voir, non? C'est pas génial, ça? Ce coup-ci, pas question que je gâche tout. Je n'ai pas mal à la tête, je vais bien. Alors zut le docteur, j'irai chez Raphaël demain. Je ne vais pas rester cloîtrée à la maison et laisser passer cette chance. Et je vais lui offrir son dessin. Cette fois, c'est la bonne. Je suis trop contente. Bon, je vais me coucher pour être en forme demain. Bonne nuit, journal. Croise les doigts. Enfin, les pages. Pour moi.